Bonjour. Par application du théorème de Gauss sur sa forme locale, dite aussi forme différentielle, on va pouvoir déterminer le champ électrostatique créé par une sphère chargée en volume. La distribution de charge est choisie de la façon suivante. La partie centrée de la sphère est uniformément chargée avec la densité volumique de charge ρ1 et le reste de la sphère est aussi uniformément chargé, mais avec une densité volumique de charge ρ2 différente de ρ1. Cette vidéo est présentée sous forme d'un exercice corrigé dans l'énoncé est. On considère une sphère S de centre O de rayon R2 portant la distribution de charge volumique ρ2R égale à ρ1 pour la partie de la sphère caractérisée par R entre 0 et R1 et ρ2R égale à ρ2 pour la partie de la sphère caractérisée par R entre R1 et R2. ρ1 et ρ2 sont deux constantes positives. Alors cet exercice nous demande dans une première étape de déterminer la charge totale de la sphère S. Deuxième question. Par des considérations de symétrie, déterminer la direction du champ électrostatique E de M créé par cette distribution de charge en deux points M de l'espace, ainsi que les variables dont il dépend. Puis, déterminer l'expression de E de M en un point M de l'espace en utilisant le théorème de Gauss sous sa forme locale. Il est à remarquer que ce champ peut être déterminé autrement, mais cet exercice nous a exigé une certaine méthode qu'on va l'appliquer. Commençons maintenant par calculer la charge totale de la sphère. Et pour calculer la charge totale, on doit sommer sur toutes les charges élémentaires. Puisque la distribution de charge est en continu, alors sommer revient à intégrer. Maintenant, il s'agit d'une densité volumique de charge, alors la charge élémentaire dQ s'écrit ρ d taux, avec ρ de R étant la densité volumique de charge et d taux étant le volume élémentaire. Mais la densité volumique de charge n'est pas uniforme, elle est définie par intervalle ou bien par domaine, puisqu'elle vaut ρ1 dans la partie sphérique de rayon R1, vaut ρ2 dans la partie restante de la sphère et elle est nulle pour le reste de l'espace. On remplace donc ρ de R par son expression. On trouve alors ces deux termes. Dans le premier terme, ρ de R est remplacé par ρ1 et l'intégrale est étendue sur tout le domaine D1 caractérisé par R inférieur à R1, c'est-à-dire cette zone bleue. Et ce deuxième terme, ρ de R est remplacé par ρ2 et c'est une intégrale étendue sur tout le domaine D2, c'est-à-dire le domaine caractérisé par R compris entre R1 et R2, c'est-à-dire cette partie. La distribution de charge a la symétrie sphérique. D taux s'écrit alors en coordonnées sphériques. R carré dr sin θ dθ d phi. Donc on remplace D taux par son expression dans les deux termes. Puis ρ1, ρ2 étant deux constantes, les variables étant séparées, on trouve alors en définitive une charge totale qui vaut ρ1 4 tiers pi R1 au cube plus ρ2 4 tiers pi R2 au cube moins R1 au cube. Passons maintenant à déterminer la direction du champ électrostatique E de M ainsi que les variables dont il dépend. Je vais commencer par déterminer la direction du champ électrostatique. Et pour déterminer la direction du champ électrostatique, on doit chercher si notre distribution de charge présente des plans de symétrie ou bien d'antisymétrie. En effet, si Pi un plan de symétrie paire pour une distribution de charge et M un point de ce plan, alors nécessairement le champ électrostatique en ce point M est contenu dans ce plan de symétrie paire. Dans notre cas, pour tout point M de l'espace, le plan MUR et θ est bien un plan de symétrie paire pour notre distribution de charge puisque ce plan coupe la sphère en deux parties identiques. Pour mieux comprendre ce plan, si on considère une sphère passant par le point M, donc c'est une sphère de rayon OM, l'intersection du plan MUR Uθ avec cette sphère bleue n'est autre que ce cercle avec ce trait discontinu rouge. Faites attention, il s'agit d'une représentation 3D, donc ce que vous voyez se forme d'une ellipse et en fait un cercle de rayon OM contenu dans le plan
OMZ. Puisque le plan Pi1 MUR est un plan de symétrie paire, alors d'après ce rappel, le champ électrostatique appartient nécessairement à ce plan. D'autre part, pour tout point M de l'espace, le plan maintenant MUR UFI, c'est-à-dire ce plan, remarquez bien qu'il coupe aussi la sphère ou bien la distribution de charge en deux parties symétriques. Donc, il coupe la sphère en deux parties symétriques dans la partie supérieure et celle-là. Donc, il va couper la distribution de charge en deux parties identiques et le plan Pi2 MUR est bien un plan de symétrie paire pour la distribution de charge. Le champ E de M appartient aussi à ce plan. Il vient alors que le champ E de M appartient au plan Pi1, le champ E de M appartient au plan Pi2. Le champ E de M appartient alors à leur intersection. L'intersection du plan P1 et P2, comme vous remarquez, c'est la direction UR. On trouve alors que le champ E de M est porté par U de R. Donc E de M s'écrit comme conclusion numéro 1, E de M égale E de M fois U de R. Passons maintenant à déterminer les variables dont dépend le champ E de M. Pour ceci, je vais rappeler le principe de Curie. Que dit ce principe? Lorsque certaines causes produisent certains effets, les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets produits. Dans notre cas, les causes sont les charges. Ces charges ont pour effet créer un champ et un potentiel électrostatique. Dans notre objectif, on s'intéresse uniquement au champ électrostatique. En particulier, notre distribution volumique de charge ne dépend pas de phi, ne dépend pas de θ. Donc, d'après le principe de Curie, le champ électrostatique ne va pas dépendre de phi et ne va pas dépendre de θ. E ne dépend pas de phi, ne dépend pas de θ, alors le champ E de M va dépendre uniquement de la variable R. Donc, conclusion de E de M égale E de R. Avec la conclusion qu'on a trouvée avant, E de M est porté par U de R. Conclusion finale, le champ électrostatique ne dépend que de la variable R et il est porté par U de R. À titre de remarque, pour mieux comprendre le principe du Curie, j'ai une précédente vidéo que je vais laisser son lien dans la boîte de description ci-dessous. Comme l'exercice nous demande de déterminer ce champ par application du théorème de Gauss sous sa forme locale, on va rappeler ce théorème qui s'écrit divergence de E de M égale ρ de M sur epsilon 0. En coordonnées sphériques, l'opérateur divergence appliqué à un vecteur A s'écrit de cette manière. Dans notre cas, le vecteur champ est porté par U de R, c'est-à-dire les composantes Eθ, Eφ sont nulles et par conséquent, on a simplification de ces deux termes. L'expression de la divergence de E se réduit alors à l'expression suivante. Comme maintenant E de R ne dépend que de la variable R, alors la dérivée partielle devient une dérivée droite. E de R étant la seule composante non nulle et par conséquent la composante E indice R n'est autre que E de R. Soit alors la divergence de E va avoir cette expression. Puisque maintenant la densité volumique de charge a trois expressions selon trois domaines différents de l'espace, on doit alors distinguer trois cas différents. Le premier cas correspond à la région caractérisée par R inférieur ou égal à R1. Dans ce domaine de l'espace, ou bien dans cette région de l'espace, la densité volumique de charge vaut ρ1. Divergence de E égale ρ1 sur epsilon 0. Remplaçons divergence de E par l'expression qu'on arrive de trouver, c'est-à-dire 1 sur R carré, dérivée première R carré de E de R, égale alors ρ1 sur epsilon 0. Multipliant par R carré, on trouve la dérivée première de R carré E de R égale à ρ1 sur epsilon 0 fois R carré. Passons à la primitive. Donc la primitive du premier membre donne R carré fois E de R. La primitive du second membre donne ρ1 R au cube sur 3 epsilon 0 plus C1. Avec la constante C1, une constante qu'on doit la déterminer pour pouvoir déduire l'expression définitive de E de R dans cette région. D'une manière générale, pour déterminer la constante C1 lors de l'application du théorème de Gauss sous sa forme locale ou différentielle, on doit soit chercher un point appartenant à cette région, c'est-à-dire dans notre cas R inférieur à R1, où le champ est connu, soit dans le cas où l'expression du champ est déterminée dans une région voisine, c'est-à-dire dans notre cas cette région,
et en plus les conditions de continuité sont satisfaites. Qu'est-ce que ça veut dire les conditions de continuité satisfaites? On n'a pas des charges qui sont réparties en surface. Dans ce cas, on peut appliquer la relation de continuité ou bien la condition de continuité pour pouvoir déterminer cette constante. Dans notre cas, on n'a pas encore déterminé le champ dans la région voisine, c'est-à-dire pour R supérieur à R1. Mais en même temps, on peut facilement remarquer qu'au point O, c'est-à-dire le centre de la sphère, le champ est nul. Pourquoi le champ est nul? En effet, tout plan passant par O coupe la distribution de charge en deux parties symétriques. Donc, tout plan passant par O constitue un plan de symétrie paire pour la distribution de charge. Et par conséquent, E au point O appartient à tous ces plans. L'intersection de tous ces plans n'est autre qu'un vecteur nul. Par conséquent, le champ au point O est un vecteur nul. Revenons à cette équation et remplaçons R par 0. Le premier membre donne 0, le second membre donne 0 plus C1, c'est-à-dire C1. Il vient alors que C1 égale à 0 et le champ dans cette région vaut ρ1r sur 3 epsilon 0. Maintenant, pour écrire le vecteur champ électrostatique dans cette région, on doit multiplier cette expression par le vecteur I de R, et c'est d'après l'étude de symétrie qu'on a précisé au début de cette vidéo. On passe maintenant à terminer le champ électrostatique dans la deuxième région, c'est-à-dire la région où R est compris entre R1 et R2. Dans cette région de l'espace, la densité volumique de charge vaut ρ2. Un calcul identique au précédent nous aboutit à E de R égale ρ2R sur 3 epsilon 0 plus C2 sur R carré. Donc remarquez bien que le champ aussi dans cette région est déterminé à une constante près. Cette constante C2, on doit la déterminer. Et pour déterminer cette constante C2, est-ce qu'on a un point de cette région où on connaît le champ électrostatique? Non. Par contre, on a déjà déterminé le champ électrostatique dans la région voisine, la région où R est inférieur ou égal à R1, c'est-à-dire cette région. Et comme on n'a pas des charges distribuées en surface, le champ électrostatique est une fonction continue et on peut écrire la relation de continuité de la façon suivante. Donc, le champ dans cette région pour R égale grand R1 égale le champ dans cette région, la région 2, pour R égale à R1. On remplace R par R1 dans cette région, on trouve ρ1 R1 sur 3 epsilon 0. Pour cette région, on remplace R par R1, on trouve ρ2 R1 sur 3 epsilon 0 plus C2 sur R1 au carré. D'où l'expression de la constante C2. Le champ électrostatique dans cette région va avoir alors cette expression et pour déduire le vecteur champ électrostatique, il suffit de multiplier cette expression par le vecteur U de R. Il reste maintenant à terminer le champ électrostatique dans la troisième région de l'espace, c'est-à-dire la région où R est supérieur à R2. Dans cette région de l'espace, on n'a aucune charge. La densité volumique de charge vaut 0. Le théorème de Gauss dans cette région s'écrit alors divergence de E égale à 0. Remplaçant la divergence par son expression, passant à la primitive, on trouve alors E de R égale C3 sur R carré. Il reste maintenant à terminer la constante C3. De la même manière, on va appliquer la condition de continuité, mais dans cette fois-ci pour R égale à R2. On va donc remplacer R par R2 dans cette expression et dans l'expression du champ électrostatique à la région où R est compris entre R1 et R2. Ceci donne de cette expression, on peut tirer donc la constante C3 et par conséquent le vecteur champ électrostatique dans cette région vaut 1 sur R carré facteur de ρ2 R2 au cube sur 3 epsilon 0 plus R1 au cube facteur de ρ1 moins ρ2 sur 3 epsilon 0, le tout facteur du vecteur U de R. En conclusion, le champ électrostatique créé par la distribution de charge qu'on a précisé au début de cette vidéo vaut ρ1R sur 3 epsilon 0 U de R pour R inférieur à R1. ρ2R sur 3 epsilon 0 plus R1 au cube facteur de ρ1 moins ρ2 sur 3 epsilon 0 R carré, le tout facteur du vecteur UR pour R entre R1 et R2 et ρ2
R2 au cube sur 3ε0 plus R1 au cube, facteur de ρ 1 moins ρ 2 sur 3ε0, le tout facteur de 1 sur R carré fois le vecteur U de R pour la région de l'espace entourant la sphère chargée. Alors, l'exercice se termine à ce niveau et à la prochaine. Merci.